Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler, je voudrais vous décrire en fait la problématique du contrat de travail à l'heure où la société s'est ubérisée. Et en fait, ce qui s'est produit, en fait, c'est qu'on a reconnu en 96 une définition du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. Et aujourd'hui, en 2019, en 2020 et dans les années à venir, se pose la question de savoir si cette définition, elle est encore d'actualité, est-ce qu'elle est encore pertinente dans la société dans laquelle on vit. Et c'est très important de comprendre les deux dates que je vous ai dit, parce que 96, quand la Cour de cassation reconnaît la solution en 96, ben, Internet, ça ne faisait que commencer en France. Je crois que mes premières connexions Internet, c'était en 94. Et vous voyez que les magistrats à la Cour de cassation, c'est des magistrats en fin de carrière. Donc je suis pas sûr que les magistrats qui ont rendu l'arrêt Société Générale de 96, ils connaissaient Internet, ils avaient déjà utilisé Internet. Et a fortiori, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir anticipé comment la société allait évoluer, comment Internet allait bouleverser complètement des pans entiers de l'économie et faire apparaître ces plateformes numériques que sont Uber, Deliveroo, voilà. Donc en fait, la problématique que l'on a à l'heure actuelle, qui est une problématique très intéressante, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive encore à caractériser l'existence d'un contrat de travail dans une économie où on n'est pas sûr que ce soit encore une référence très utile, le contrat de travail, et surtout, est-ce que, au regard de l'évolution des structures des entreprises, est-ce que c'est encore pertinent de retenir cette définition? Et voilà. Donc, c'est un peu la problématique que je voudrais vous exposer aujourd'hui. Et donc, ça va nous permettre de rappeler quelle est la définition du contrat de travail, les composantes du contrat de travail, et de voir comment on peut les questionner encore aujourd'hui. Donc d'abord, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de définition du contrat de travail dans le Code du travail. C'est assez surprenant, mais c'est la triste réalité. C'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul article, qui est un article, l'article 12.21.1, qui a une formulation extrêmement générale et un peu pauvre d'ailleurs, qui nous dit la chose suivante: le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, et l'article ajoute la forme du contrat de travail, elle est absolument indifférente. L'employeur et le salarié peuvent convenir de n'importe quelle forme du contrat de travail, et d'ailleurs, le contrat de travail à durée indéterminée, il peut parfaitement être conclu oralement. C'est-à-dire que vous commencez à travailler pour quelqu'un, et bien le contrat est conclu. Pour certains contrats comme le CDD, il faut un écrit, il y a une exigence, une obligation d'établir un écrit, mais pour le contrat à durée indéterminée, on peut parfaitement le conclure verbalement. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit commun ? Qu'est-ce que ça signifie, ce renvoi du Code du travail vers le droit commun ? Eh bien, le droit commun, en fait, c'est tout simplement le Code civil. Et qu'est-ce que vous avez dans le Code civil ? Est-ce qu'on trouve une définition du contrat de travail dans le Code civil, comme on trouve une définition de la vente du contrat de bail ? Eh bien non. Dans le Code civil, vous avez ce qu'on appelle le droit des obligations, et je vais vous expliquer brièvement en quoi le droit des obligations est important vis-à-vis du Code du travail. Et vous avez aussi quelques articles qui se situent vers la fin du Code civil sur le contrat de louage d'ouvrage. Mais il faut bien prendre compte que le Code civil, il a été rédigé en 1804. Et donc on ne peut pas vraiment reprocher au Code civil de ne pas donner de définition du contrat de travail, parce que l'essor du salariat, il date de la révolution industrielle, donc de la fin du 19e siècle. Donc c'est assez normal qu'on ne trouve pas dans le Code civil une définition du contrat de travail. Alors, quelques mots sur ce renvoi, le contrat de travail et le Code civil. Le droit des obligations d'abord. On va voir que ce droit des obligations, il est important à toutes les étapes de l'existence d'un contrat de travail. Le droit des obligations, par exemple, il permet de comprendre comment se forme un contrat de travail, la conclusion du contrat de travail avec un échange des consentements, et on verra dans une séance ultérieure comment, par exemple, se pose la question de est-ce qu'on a le droit de mentir sur son CV ? Eh bien, en fait, le DOL, eh bien, c'est une notion, en fait, du droit des obligations. On a le droit d'enjoliver son CV, mais on n'a pas le droit de mentir complètement. Eh bien, ça, c'est des solutions qui viennent du Code civil, du droit des obligations. On va voir également, et ça retiendra aussi notre attention dans une autre séance, que le droit des obligations, il a été très utile pour comprendre ce que c'est que la modification du contrat de travail. C'est-à-dire qu'une fois que le contrat est conclu, on l'exécute,
Et à un moment donné, on va chercher à le modifier. Et dans l'arrêt Raquin de 1987, la Cour de cassation, elle a redécouvert que la modification du contrat de travail, on pouvait tout simplement appliquer les règles du droit des obligations. Donc vous voyez, le droit des obligations, il est important pour ça également. Et on verra enfin que le droit des obligations, ça peut permettre de rendre compte de certaines solutions lors de la rupture du contrat de travail. Dans le cadre du licenciement, peut-être pas énormément, mais pour certains types de ruptures, comme la prise d'acte, on verra que la prise d'acte, finalement, ça n'est qu'une résiliation unilatérale du contrat de travail, comme le prévoit le droit des obligations. Donc vous voyez, le renvoi du Code du travail vers le droit des obligations, il n'est pas inutile. Et on va l'explorer dans les séances à venir. Quant au louage d'ouvrage, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a très peu d'articles dans le Code du travail, et quand on les lit, ces articles, je vous en ai cité 2, je crois qu'il y en a en tout, il y en a 5, même pas 10, on voit à quel point ce sont des articles qui sont très datés. Je prends par exemple l'exemple du deuxième, il évoque en fait l'hypothèse où le travail fait par le salarié périt. D'accord ? Mais le Code civil n'évoque pas la situation où c'est le salarié lui-même qui périt. D'accord ? Et toute la problématique des accidents du travail, elle va apparaître avec la révolution industrielle et elle sera résolue dans la loi de 1898 qui va être à l'origine en fait, du Code de la sécurité sociale. Donc vous voyez bien qu'on ne trouve pas de définition du contrat de travail dans le Code du travail, mais on ne trouve pas non plus de définition du contrat de travail dans le Code civil. Même si le Code civil a un intérêt, comme je viens de vous le montrer. Donc, on n'a donc pas de définition dans le Code du travail, ni dans le Code civil, comme je viens de vous le dire, et la solution, elle est venue de qui ? Eh bien, elle est venue des juges, bien évidemment. Et elle est venue de ce qu'on appelle finalement la jurisprudence. Et qui est la source première de jurisprudence ? C'est la Cour de cassation. Et il ne faut pas oublier que le rôle fondamental de la Cour de cassation, c'est justement d'unifier les notions juridiques. La Cour de cassation, son rôle, c'est de s'assurer que pour une problématique juridique donnée, il y a une solution et que tous les tribunaux respectent cette solution. Donc en fait, c'est la Cour de cassation qui a défini le contrat de travail, ou plus exactement, qui a défini la composante essentielle du contrat de travail, qu'est le lien de subordination. C'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Mais déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est la démarche du juge. Et on dit souvent en droit du travail que le juge, en droit du travail, il est réaliste. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Là, je vous ai mis 3 jurisprudences qui sont très importantes. Et d'ailleurs, on va les retrouver dans l'arrêt Tekilisi. Le premier arrêt, c'est l'arrêt Barra. C'est un arrêt d'assemblée plénière de 83. Et je vous lis la solution. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié du statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. Il y a 3 idées, en fait, dans cet arrêt Barra. La première idée, c'est que, et je vais prendre cet exemple et je le filerai pendant toute la durée de cette séance, je vais vous prendre l'exemple des faux auto-entrepreneurs, parce que c'est, à l'heure actuelle, un des cas les plus fréquents de fraude au contrat de travail. Vous avez une entreprise qui se met d'accord avec un individu et qui lui dit, voilà, c'est trop compliqué pour moi de te prendre comme salarié. Ça veut dire que c'est trop de paperasse, il faut que je fasse un bulletin de paye, il faut que je paye des cotisations sociales, etc. Donc plutôt que de s'embourber là-dedans et que ça me coûte du temps et de l'argent, tu vas t'inscrire comme auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF. Tous les mois, tu me donneras une facture dont je te donnerai le montant et je te réglerai, et c'est toi qui te débrouilles pour payer tes charges sociales auprès de l'URSSAF, mais moi je ne veux pas en entendre parler. Donc vous voyez que là, le donneur d'ordre et le travailleur, ils ont fait un maquillage juridique qui donne une apparence qu'il y a eu un échange de volonté pour se mettre dans une situation de travailleur indépendant. D'accord ? Eh bien, la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit ce maquillage juridique, cette volonté affichée des parties, qui en réalité est surtout la volonté du donneur d'ordre, de l'employeur,
d'accord? Parce que le salarié, généralement, il n'a pas son mot à dire, il accepte de travailler aux conditions qu'on lui propose. Donc cet échange des volontés, je n'en tiens pas compte. Je n'en tiens pas compte. Ce que je vais regarder, moi, juge, ce sont les conditions dans lesquelles c'est réellement accompli le travail. C'est pour ça qu'on dit que le droit du travail, c'est un droit qui est réaliste. On va chercher ce qui s'est produit réellement. Et de cette appréciation-là, on va en déduire si oui ou non il existe un contrat de travail. D'accord? Et troisième chose, troisième idée qui est très importante dans l'arrêt Bara, c'est que si on reconnaît l'existence d'un contrat de travail, eh bien alors, le salarié va bénéficier d'un statut social. D'accord? Et ce statut social, c'est pas la manière dont les autres le considèrent. Ce statut social, c'est en fait toute une série de droits et d'obligations qui découlent en fait de l'existence, de la reconnaissance de ce contrat de travail. Vous retrouvez à peu près les mêmes idées, formulées pas tout à fait dans le même ordre, mais les mêmes idées dans un autre arrêt. Je vous ai mentionné celui de 2019, c'est le dernier arrêt en date, mais je pourrais vous en donner 40 qui répètent exactement la même phrase. Encore une fois, la Cour de cassation nous dit l'existence du contrat de travail, ça ne dépend pas de la volonté des parties et en réalité de la volonté d'un seul, celui qui donne des ordres et qui impose sa volonté à l'autre. Ça ne dépend pas de la dénomination qu'ils ont donnée à leur convention, c'est-à-dire que vous pouvez marquer sur votre contrat que c'est un contrat de travailleur de collaboration indépendante. Le juge, ça ne l'intéresse pas. Il ne donnera aucun crédit à cette dénomination-là. Ce qu'il va regarder, c'est les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Et on retrouve enfin la même idée, souvent dans le contentieux de la sécurité sociale, vous retrouvez cette phrase, cette dernière phrase, le statut social d'une personne, il est d'ordre public et il s'impose de plein droit dès lors que les conditions sont réunies. Et c'est ça l'idée qui est très importante, c'est que dès lors qu'on arrive à identifier dans les conditions factuelles comment s'est déroulé le travail, dès lors qu'on arrive à travers ces conditions factuelles à déterminer l'existence d'un contrat de travail, eh bien il y a un statut social qui s'impose et la volonté, elle est impuissante à se soustraire à ce statut social. Et ça m'amène d'ailleurs à vous décrire quels sont les enjeux de cette question de la reconnaissance du contrat de travail. Il faut bien comprendre ces enjeux parce que ils sont très importants. Eh bien, ces enjeux, c'est en fait tout ce qui définit le statut social du salarié. Eh bien, ces enjeux, évidemment, on les voit apparaître, et c'est peut-être la chose qui vous paraît le plus évident à vous, c'est en droit du travail. C'est-à-dire que ce faux auto-entrepreneur, d'accord, il peut aller devant un juge et dire, voilà, en fait, depuis le début, je suis salarié. Je suis salarié et donc je voudrais pouvoir bénéficier du paiement du SMIC. D'accord ? Donc vous prenez le montant des factures et si vous vous rendez compte que le montant des factures c'est inférieur au SMIC, eh bien le faux auto-entrepreneur va se faire reconnaître comme salarié et il va pouvoir demander un rappel de salaire qui sera la différence entre le montant des factures qu'on lui a réglées et le montant du SMIC. Et s'il travaille pour une entreprise qui est soumise à une convention collective, la convention collective peut peut-être déterminer des revenus minimaux conventionnels, et dans ce cas-là, on appliquera en fait ces minimaux conventionnels, et donc le salarié pourra obtenir la différence entre ces minimaux conventionnels et le montant des factures qui lui ont été réglées. De la même manière, dès lors qu'on fait reconnaître l'existence du contrat de travail, on applique la durée légale du temps de travail ou la durée conventionnelle du temps de travail. Donc on peut être payé sur 35 heures, et si on a fait plus que 35 heures, on a le droit à des heures supplémentaires, on a également droit à des congés payés. Donc si l'auto-entrepreneur, vous voyez, il arrive à quantifier son travail précisément, il pourra demander des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés. Et c'est ça une des grandes différences d'ailleurs entre le travailleur indépendant et le salarié, c'est que le travailleur indépendant, il n'a pas à rendre compte du temps de travail qu'il a effectué pour réaliser la prestation qu'on lui a demandée.
D'accord ? Alors que le salarié, lui, il est payé en fonction du temps qu'il a passé à exécuter sa prestation de travail. J'ai mentionné également le congé maternité parce que j'avais fait un dossier là-dessus et c'est pour vous faire comprendre toute l'importance aussi de ça, c'est que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le congé maternité, ce qu'il y a dans le Code du travail, on n'a pas le droit d'y toucher, quoi. Même les partenaires sociaux n'ont pas le droit de négocier là-dessus, ça fait partie de l'ordre public absolu. Et là, en l'occurrence, dans ce dossier, c'était une graphiste qui travaillait dans une banque. Et donc, elle faisait les supports publicitaires, en fait, de cette banque. Elle part en congé maternité, et quand elle revient de son congé maternité, la banque lui dit « Oui, bon, bah, finalement, notre collaboration, elle n'est pas très fructueuse, je préfère qu'on en reste là. » Et entre-temps, en fait, ils avaient recruté un autre graphiste. Et donc, cette graphiste, elle est allée devant les juges pour faire reconnaître l'existence de son contrat de travail, et pour obtenir, d'une part, le paiement des substituts de salaire pendant son congé maternité, mais surtout pour obtenir aussi la réintégration dans l'entreprise au poste qu'elle avait laissé avant de partir à son congé maternité. Donc vous voyez, les enjeux de la reconnaissance du contrat de travail en droit du travail sont très importants. Et évidemment, d'ailleurs, même si la question est sans doute un peu moins généreuse maintenant avec les barèmes Macron, faire reconnaître l'existence du contrat de travail, ça permet aussi de faire requalifier la rupture de la relation contractuelle comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les indemnités qui peuvent en découler. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux en droit du travail sur cette reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Mais vous avez des enjeux qui sont tout aussi importants, voire peut-être plus importants, en droit de la sécurité sociale. Et ça, il ne faut pas les oublier. Pour le salarié d'abord, pourquoi ? Parce que s'il fait reconnaître l'existence d'un contrat de travail, il va pouvoir bénéficier, contrairement aux travailleurs indépendants, il va pouvoir bénéficier des allocations chômage. Dans la période pendant laquelle il sera à la recherche d'un emploi. Il va également pouvoir bénéficier, et c'est encore plus important sans doute, de son affiliation au régime général de la sécurité sociale. Et ça a de multiples répercussions. Quand il est malade, le salarié va pouvoir toucher des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et s'il est victime d'un accident, ce sera un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et je prends l'exemple, par exemple, d'un livreur à vélo de Deliveroo ou de Uber Eats. S'il a un accident en vélo pendant qu'il est en train de faire ses livraisons, et qu'il est gravement handicapé à la suite de ça, eh bien, le fait de faire pouvoir reconnaître l'existence d'un accident du travail, ça a des conséquences sur des années entières, puisqu'on va lui attribuer une rente d'invalidité, toute une série de prestations à laquelle il ne peut même pas prétendre en tant que travailleur indépendant. Et enfin, évidemment, l'affiliation au régime général, ça a une incidence sur quoi ? Sur la retraite. D'accord ? Et à l'heure actuelle, même si la réforme va peut-être le modifier, mais le régime général offre une retraite qui est bien plus généreuse que celle des travailleurs indépendants. Donc, voilà, il ne faut pas sous-estimer aussi les enjeux que le statut social de salarié a en droit de la sécurité sociale. Et un autre acteur très important en droit de la sécurité sociale, c'est bien évidemment l'URSSAF. Et je prends l'exemple, par exemple, de Uber. À l'heure actuelle, l'URSSAF de Paris essaye de faire requalifier tous les chauffeurs Uber à Paris comme étant des salariés. Pourquoi ? Parce que ça leur permet à l'URSSAF de faire un redressement des cotisations sociales et ça permet de récupérer comme ça des sommes qui sont astronomiques, qui se chiffrent en centaines, voire en millions d'euros. Donc vous voyez que l'URSSAF aussi, elle est intéressée par cette problématique parce que en termes de recettes, en termes d'équilibre budgétaire du régime général, c'est pas négligeable d'arriver à faire requalifier l'existence d'un contrat de travail avec une société qui emploie des milliers de chauffeurs sur la région parisienne. Donc voilà, vous avez compris maintenant que l'existence du contrat de travail, la Cour de cassation dit, on va certainement pas donner de crédit au maquillage juridique qui a été voulu par les parties, et qui en réalité a été voulu par une seule des deux, c'est le donneur d'ordre qui est en position de supériorité par rapport à l'autre. On ne va pas tenir compte de ce maquillage juridique. On va regarder concrètement comment la prestation de travail s'est déroulée. Et si on en arrive à la conclusion qu'il existe un contrat de travail, eh bien, on va alors appliquer un statut social à ce salarié. Ce statut social, il a des répercussions multiples en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Donc vous avez compris l'enjeu de cette problématique, un enjeu qui est d'actualité
notamment vis-à-vis des plateformes numériques. Alors, comment on définit le contrat de travail ? Bien, la définition, en fait, il y a une définition doctrinale que vous retrouverez dans la plupart des manuels, qui est assez simple. On vous dit le contrat de travail, c'est avant tout un contrat. Et c'est un contrat où il y a deux co-contractants, d'un côté le salarié, de l'autre l'employeur. Et quel est l'objet de ce contrat ? Eh bien, le salarié va fournir une prestation de travail. L'employeur, lui, va exercer son autorité sur le salarié. Et enfin, en contrepartie de la prestation de travail effectuée, l'employeur va verser au salarié une rémunération. Et nous allons donc étudier successivement ces 3 points, la prestation de travail, l'autorité de l'employeur, c'est-à-dire la question du lien de subordination et son actualité à l'heure actuelle, et enfin la rémunération. Alors, la prestation de travail, finalement, on peut aller assez vite parce que pendant très longtemps, pendant près de 2 siècles, enfin un siècle, un bon siècle, cette question, elle ne s'est pas posée. Quand vous faites venir, voyez, une femme de ménage chez vous, elle fait le ménage, vous l'employez en tant qu'employeur particulier, et vous êtes sûr qu'elle fait bien un travail puisqu'elle nettoie la maison. D'accord ? Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un contentieux qui est apparu à la fin des années 90, début des années 2000, qui a un peu posé des questions sur est-ce qu'il y a véritablement ou pas une prestation de travail. Et ce contentieux, c'est le contentieux de la télé-réalité. Et les arrêts les plus connus, c'est l'arrêt Île de la Tentation et Mister Univers, dont je vais reparler après. Le contentieux de la télé-réalité, pourquoi il pose cette question de la prestation de travail ? Eh bien, parce que comme je vous l'ai dit, le Code du travail ne définit pas le contrat de travail. On renvoie au Code civil. Le Code civil, il parle juste du contrat de louage sans dire vraiment ce que c'est. Mais dans le Code civil, il y a aussi un autre contrat, qui est le contrat de jeu. Et le contrat de jeu, je vous cite la partie du Code civil qui est intéressante, il a un article, c'est l'article 1965 qui vous dit que, eh bien, si vous n'êtes pas content du résultat du jeu, vous ne pouvez pas aller devant un juge pour réclamer le paiement de ce que vous estimez que l'on vous doit. Donc vous voyez bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans l'île de la tentation, il y en a qui ont été tentés et qui n'ont pas gagné, et quand ils sont revenus en France, ils ont dit « mais les 2 mois qu'on a passés sur cette île-là, c'était un contrat de travail, on aurait dû nous payer un salaire, comme en plus de ça, on travaillait 24 heures sur 24, puisqu'on était filmé 24 heures sur 24, ça veut dire que notre temps de travail, c'était 24 heures sur 24, donc en termes d'heures supplémentaires, c'est banco, quoi. Comme l'employeur, en plus, n'a pas déclaré les salariés, c'est du travail dissimulé, donc là, rebanco, parce qu'il y aura des indemnités pour travail dissimulé. Donc vous voyez que c'était très juteux pour ces tentateurs, perdants, de faire reconnaître l'existence du contrat de travail. Et de l'autre côté, les entreprises d'audiovisuel ont dit « mais attendez, c'est un jeu. On a organisé un jeu. Vous avez accepté volontairement de participer à un jeu. Vous avez perdu. Il n'y a pas de contrat de travail là-dedans. Vous étiez sur une île paradisiaque, vous faisiez ce que vous voulez. C'est pas du travail, ça. » Alors, comment la Cour de cassation a tranché la question ? Elle a dit, et je vous donne l'arrêt Mister France, parce que c'est l'arrêt le plus important, enfin le plus parlant, on va dire, la Cour de cassation nous dit, voilà, il y a bien une prestation de travail, et c'est la fin du paragraphe, il y a bien une prestation de travail parce que les candidats, à travers ce qu'ils ont fait, d'accord, ils ont permis de fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique. Et c'est ça, en fait, la prestation de travail, c'est ce qui permet de créer quelque chose, et ce quelque chose, il a une valeur économique. Donc, si on met en perspective ces arrêts sur la télé-réalité avec ce qu'on savait déjà de la prestation de travail, pour synthétiser, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 idées. Pour qu'il y ait une prestation de travail, il faut qu'il y ait un travail qui soit réel et personnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Un travail réel, c'est parce que parfois, les dirigeants d'entreprise, quand ils voient que l'entreprise vacille un peu financièrement, ils se disent « ça serait bien qu'on ait un contrat de travail, donc on va faire signer un contrat de travail bidon, et comme ça, si l'entreprise fait faillite, je toucherai quand même le chômage. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle les contrats de travail fictifs. Donc pour contrer ce type d'abus, on dit il faut quand même que dans un contrat de travail, la prestation de travail, elle soit réelle. Et il faut qu'elle soit personnelle au sens où le salarié, il ne peut pas sous-traiter ce qu'il a à faire auprès de quelqu'un d'autre.
Donc voilà, donc ça, on le savait déjà sur la prestation de travail. Il faut que ce soit un travail réel, un travail personnel. Et ce qu'on a appris avec la télé-réalité, c'est que, ou ce qu'on a revisité, entre guillemets, c'est que le travail, la prestation de travail, c'est toujours un travail qui est fait pour autrui. C'est ça qui différencie en fait le salarié du travailleur indépendant. Le travailleur indépendant, il travaille pour son propre compte, d'accord ? Et il vend en fait après un produit ou un service à quelqu'un. Mais il travaille pour lui. Alors que le salarié, il travaille pour une entreprise, pour un employeur. Le fruit de son travail ne lui appartient pas, ça appartient à l'employeur. Et à travers le Mister France, vous voyez, la question qui se pose, et la question qui permet de savoir si on est en présence d'une prestation de travail, c'est à qui appartient le profit. Vous voyez, là on vous dit, la prestation de chacun des tentateurs de l'île de la Tentation ou de Mister France, eh bien ces prestations, elles ont permis de créer un programme audiovisuel, mais ce programme audiovisuel, il n'appartient pas au candidat, il appartient à la société d'audiovisuel. Et c'est elle qui s'approprie la valeur économique de la prestation de travail qui a été réalisée. Donc voilà, ça c'était pour la prestation de travail. Vous voyez, a priori, ça ne pose pas de problématique, sauf pour la télé-réalité, mais on a une solution maintenant qui nous a permis de comprendre en fait ce qu'était la prestation de travail. C'est ce qui permet de créer un bien qui a une valeur économique, mais qui n'appartient pas aux salariés. J'en arrive maintenant au cœur de cette vidéo sur l'autorité de l'employeur. Et là, on va voir d'abord que la Cour de cassation, elle a écarté certaines solutions avant d'en retenir une, et on va voir enfin, est-ce que cette solution, elle est toujours d'actualité. Première chose que la Cour de cassation a dit, elle a dit, pour définir l'autorité de l'employeur, on n'essaye pas de caractériser une dépendance économique. Alors ça, c'est un arrêt ancien de 1931 qui s'appelle l'arrêt Bardou. Et dans l'arrêt Bardou, la première chose que nous dit la Cour de cassation, c'est la relation de travail. On ne peut pas la caractériser à partir de la faiblesse ou de la dépendance économique du travailleur. Il y avait quand même une certaine tentation à le faire. Pourquoi ? Parce que dans le monde ouvrier, on considérait que l'ouvrier, en fait, sa rémunération, elle lui permet juste de subvenir à ses besoins. Et ce qui caractérise l'ouvrier par rapport au bourgeois, c'est que l'ouvrier, en fait, il ne peut pas épargner. Sa rémunération, le montant de sa rémunération, il est tellement faible que ça lui permet juste de subvenir à ses besoins. Donc vous voyez bien que le critère de la dépendance économique, c'est pas un critère qui est totalement aberrant. Et quelque part, même si la Cour de cassation s'en défend, on voit parfois réapparaître ce critère de la dépendance économique. Je pense notamment à l'arrêt Laban, qui est un arrêt de la Chambre sociale de 2000, où en fait c'était un chauffeur de taxi. Et la Cour de cassation, à un moment donné, elle ne peut pas s'empêcher de dire, mais regardez, ce chauffeur de taxi, le montant de ce qui lui était reversé par la compagnie de taxi, c'était vraiment le minimum. La compagnie de taxi gardait tous les profits pour elle et elle lui attribuait le minimum. Donc il y a toujours un peu sous-jacent, mais sans l'être reconnu officiellement, il y a toujours un peu cette idée que la faiblesse ou la dépendance économique, on n'est pas loin du salariat quand même. Mais vous voyez que la Cour de cassation ne pouvait pas retenir ce critère pour deux raisons différentes. La première, c'est que la notion de faiblesse ou de dépendance économique, elle n'est pas propre aux salariés. Je prends un exemple, si vous avez un chantier de la construction d'un immeuble et que vous avez un plombier qui intervient auprès du maître d'œuvre, eh bien pendant plusieurs années, ce plombier, il n'aura qu'un seul client, ça sera le directeur du chantier, et il ne va travailler que pour lui. Donc il sera bien dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du donneur d'ordre. Et vous voyez, la dépendance économique, elle n'est pas propre aux salariés. Il y a d'autres travailleurs indépendants, dont on est certain qu'ils sont travailleurs indépendants, qui se trouvent dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de quelqu'un. D'accord ? Et d'autre part, l'autre raison qui s'oppose à ce qu'on retienne ce critère comme étant le critère du contrat de travail, c'est que la dépendance économique, comme son nom l'indique, c'est une notion qui n'est pas juridique, elle est économique. Donc vous voyez que la Cour de cassation ne pouvait pas reconnaître comme critère de l'existence d'un contrat de travail une notion qui lui échappe. Donc, ce qu'ajoute la Cour de cassation dans l'arrêt Bardou, c'est que pour déceler l'existence d'un contrat de travail, on va regarder le contrat
la relation contractuelle, la relation juridique entre les deux parties. Et dans cette relation juridique, on va identifier un lien juridique de subordination. Donc, avec l'arrêt Bardou, on avait au moins cette certitude que pour déterminer si un contrat de travail existe, on doit identifier un lien juridique de subordination et pas un lien économique de subordination. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire qu'on a dit l'autorité de l'employeur se définit par un lien juridique de subordination. Et bien maintenant, comment on définit ce lien juridique de subordination? Et là, vous avez deux moments dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Vous avez la période avant 96 et vous avez la période après 96. Avant 96, il y avait un critère qui s'était progressivement dégagé, c'était le critère du service organisé. Et comment on définit le service organisé? C'est quoi cette définition? C'est lorsque l'entreprise, elle détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Alors, cette définition, je vais vous la contextualiser en reprenant un contentieux qui était assez fréquent à l'époque, c'était le contentieux des livreurs de journaux à vélo. Et vous voyez que, ce contentieux-là, il ressemble furieusement aux livreurs à vélo Deliveroo et Uber Eats. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et les problématiques, à 50 ans d'écart, elles restent encore les mêmes et même les contextes dans lesquels on les pose n'ont finalement pas changé. D'accord ? Les gens sont en vélo et ils travaillent en vélo et ça pose toujours des questions aux juristes, déjà à l'époque et encore aujourd'hui. Et j'ai retrouvé d'ailleurs, on pourrait en trouver plein des exemples comme ça, mais j'ai retrouvé un arrêt de la Cour d'appel de Rennes de 79, d'accord, qui me semble assez intéressant. Et je vous poserai la vidéo pour relire juste ce passage de la motivation de la Cour d'appel, mais je vais essayer de la synthétiser avec vous. Première chose que nous dit la Cour d'appel, elle dit « je suis pas lié par la jurisprudence antérieure ». Ça, c'est assez fréquent. Effectivement, le juge français, contrairement au juge américain ou anglais, il n'est pas tenu par la jurisprudence antérieure. Donc, à chaque fois que se présente une instance devant le juge, il doit trancher la question qui lui est posée à partir des faits qui lui sont proposés. D'accord ? Il ne peut pas dire « j'applique une jurisprudence antérieure ». Donc ça, c'est ce que rappelle la Cour au début, ça ne mange pas de pain. Mais ce qu'elle rappelle juste après, et je trouve que sa formulation est assez jolie, elle dit « au-delà des apparences contractuelles données par l'employeur ». D'accord ? Et c'est ça qui est important. C'est l'apparence contractuelle, le maquillage juridique dont je vous parle tout à l'heure. Effectivement, qui le crée, ce maquillage, cette apparence? C'est l'employeur. C'est le donneur d'ordre. C'est celui qui est en situation de supériorité par rapport aux travailleurs, par rapport aux salariés. Donc la Cour d'appel dit « je ne tiens pas compte de cette présentation qui m'est faite par l'entreprise. Et je vais regarder concrètement comment les journaux sont diffusés. » Et qu'est-ce qu'elle dit ensuite dans le deuxième paragraphe? Elle dit quelque chose d'assez intéressant sur la rémunération. Elle dit la rémunération, en plus, ici, elle était forfaitaire. Elle était forfaitaire, c'est ce qui a deux conséquences. La première conséquence, c'est que le livreur de journaux, il n'avait pas à participer aux frais de distribution. D'accord ? Il était payé pour distribuer les journaux, c'est tout. Donc, vous voyez que à travers une rémunération forfaitaire, le salarié ne supporte pas, entre guillemets, les coûts ni les pertes. Mais, nous dit la Cour d'appel juste après, de la même manière, puisque sa rémunération est forfaitaire, il ne participe pas au profit de l'entreprise. C'est l'entreprise qui garde ses profits. D'accord ? Donc cette rémunération forfaitaire, elle est assez significative au sens où elle montre que le salarié, il est écarté de cette logique commerciale d'une entreprise qui réalise des profits ou qui parfois fait des pertes. Et enfin, dans son raisonnement, la Cour d'appel nous dit ce qui est primordial, c'est que l'entreprise, elle avait édicté des directives dans son intérêt. Et son intérêt là, en l'occurrence, c'était d'éviter une double distribution des journaux. Donc elle avait dit à chaque distributeur de journaux, voilà le secteur que tu devras prospecter tous les jours. Donc vous voyez, l'entreprise, elle établit des directives dans son intérêt pour déterminer comment l'activité de l'entreprise va se répartir à travers tous les salariés. Et ce que nous dit la Cour d'appel également, ces directives, elles sont imposées par l'entreprise
aux livreurs de journaux. Et vous voyez que apparaît ici cette idée que l'employeur, il exerce un pouvoir sur le salarié. Et c'est l'exercice de ce pouvoir qui permet d'identifier l'existence d'un contrat de travail. Et à la fin, la Cour d'appel nous dit, et c'est assez indifférent que l'entreprise décide à un moment donné de se séparer d'un ou de plusieurs livreurs, d'accord ? Cet élément-là, il n'est pas déterminant. Et enfin, toute dernière idée qui apparaît, et vous allez voir que cette idée, elle est d'une modernité, puisqu'on la retrouve dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2019, elle dit voilà, l'entreprise, elle a édicté des directives dans son intérêt, elle les a imposées aux salariés. Donc, c'est pas très grave si le salarié, il a une petite liberté résiduelle d'organiser sa tournée comme il veut. D'accord ? Cette petite liberté résiduelle, elle ne doit pas masquer le fait que l'entreprise, elle a organisé toute son activité à travers des directives très précises qu'elle a imposées à chacun de ses livreurs. Donc vous voyez, ça c'est le type de raisonnement qu'on trouvait dans les années 79 à partir de cette notion de service organisé. En 96, la Cour de cassation, avec l'arrêt Société Générale, va synthétiser cette définition du lien de subordination, et elle donne cette définition que vous retrouvez dans je ne sais pas combien de milliers d'arrêts depuis. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels du subordonné. Et vous voyez que cet arrêt de 96, il est finalement assez proche de l'arrêt de la Cour d'appel de 79. On voit déjà apparaître, sans être formulé de manière aussi synthétique, on voit déjà apparaître ces idées-là. Alors, si on veut schématiser en fait la solution de l'arrêt Société Générale, eh bien qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le lien de subordination, ça suppose la réunion de 3 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir le plus important, c'est le pouvoir de direction. Le pouvoir de donner des ordres et des directives, nous dit la Cour de cassation. Et de l'existence de ce pouvoir qui est le plus important, découlent les 2 autres pouvoirs. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de contrôle. D'accord ? L'employeur, il donne des directives et il va ensuite contrôler si ces directives, elles ont bien été respectées. Contrôler l'exécution, nous dit la Cour de cassation. Et le troisième pouvoir qui découle des 2 autres, c'est le pouvoir de sanction. D'accord ? L'employeur a donné des directives, il a contrôlé si elles étaient bien respectées, il peut éventuellement sanctionner le salarié qui ne les a pas respectées. Donc ça, c'est le premier rapport de l'arrêt Société Générale, c'est de définir le lien de subordination à partir de ces 3 pouvoirs. Et la Cour de cassation, dans l'arrêt de 96, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit le service organisé, ça n'est qu'un indice du lien de subordination, mais c'est plus un critère qui permet de déterminer à lui seul l'existence du lien de subordination. Si vous voulez caractériser le lien de subordination, vous devez démontrer les 3 pouvoirs de direction, de contrôle, de sanction. Vous ne pouvez pas vous contenter simplement d'identifier un service organisé. En fait, le service organisé, je vous ai dit, c'est quand l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail. Quelque part, le service organisé, c'est un indice de l'existence d'un pouvoir de direction, d'accord ? Donc ça permet éventuellement d'établir le pouvoir de direction de l'employeur, mais pas parfaitement non plus, d'accord ? Donc la Cour de cassation, elle a, dans cet arrêt Société Générale, elle a tempéré les juges qui ne se focalisaient que sur ce critère du service organisé. Et je vous renvoie sur ce point à une autre vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne sur cet indice. À mon avis, c'est un indice qu'on comprend mal à l'heure actuelle, mais qu'on va peut-être retrouver d'ailleurs avec les contentieux Uber et Deliveroo. Et dans cette autre vidéo, je vous dis que ça peut avoir une incidence sur la répartition de la charge de la preuve. Je la mentionnerai sous cette vidéo, le lien. Vous pourrez reprendre ça à tête reposée. Alors, on en arrive maintenant à l'ubérisation du monde du travail. Et je vais vous expliquer que depuis 1996, le paysage législatif, il a changé. Il a été modifié sur plusieurs points. Alors,
peu après 96, quand Madame Martine Aubry était ministre de l'Emploi, on a créé dans le Code du travail cet article 82-21-6 qui en réalité ne dit pas des choses qui sont fracassantes. Dans le premier paragraphe que vous voyez en italique là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, on vous dit que si, et je prends l'exemple de l'auto-entrepreneur parce que c'est parlant pour vous, si vous faites les démarches pour vous inscrire auprès de l'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, vous êtes présumé ne pas être salarié. Ce qui est assez évident. Sinon, vous auriez signé un contrat de travail. D'accord ? Donc là, la loi, elle vous dit un truc, elle pose une présomption qui relève plus de l'évidence que d'autres choses. Et ce que vous dit à la fin, cet article, il vous dit que cette présomption, c'est une présomption simple. Et donc, vous pouvez parfaitement aller devant un juge et dire, mais en réalité, malgré cet habillage, cette apparence d'auto-entrepreneuriat, je suis en réalité salarié. Donc, vous voyez que cet article du Code du travail, en fait, il ne dit rien de plus que ce que disait la Cour de cassation dans l'arrêt Barra en 83 et tous les arrêts que je vous ai cités à la suite. Voilà. Bon. Mais le législateur, à l'époque, a pensé que c'était une grande avancée de faire une chose pareille, alors que, finalement, ce sont des solutions qui sont déjà parfaitement éprouvées. Plus récemment, on a vu apparaître, donc, dans l'économie française, les plateformes numériques. Alors, les plateformes numériques, où est-ce qu'elles sont définies ? Eh bien, en fait, elles sont définies dans le Code de la consommation, ce qui en soi n'est pas totalement délirant, puisque effectivement, l'opérateur de plateforme en ligne, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une intermédiation entre, si je prends l'exemple de Uber Eats ou de Deliveroo, entre un restaurateur et le consommateur final. Et cette intermédiation, elle le fait à travers des livreurs à vélo qui vont chez le restaurateur récupérer une commande et la livrer chez un consommateur final. Donc effectivement, c'est pas délirant de définir l'opérateur de plateforme, l'opérateur numérique, dans le Code de la consommation. Et dans le Code de la consommation, vous trouvez donc la définition de ces entreprises-là, mais cette définition, elle ne fait que décrire leur activité. Donc, ça n'est pas d'un grand intérêt pour nous. Ce qui, en revanche, présente un plus grand intérêt, c'est les apports de la loi du 8 août 2016. Alors, pour comprendre cet apport, il faut que vous connaissiez en fait le concept de ce qu'on appelle la responsabilité sociale ou la responsabilité sociétale des entreprises, ce qu'on appelle la RSE en acronyme. La RSE, c'est en fait une idée qui est apparue en fait avec Nike dans les années 90-2000, où en fait Nike, qui était l'entreprise la plus profitable au monde, elle s'est vue critiquée de plus en plus pour les conditions dans lesquelles elle faisait travailler les enfants dans le tiers-monde pour fabriquer les chaussures. Et pendant un temps, elle est restée sourde à ce genre de problématique, et puis un jour, elle s'est rendue compte que ça ternissait quand même beaucoup son image. Donc elle a commencé à prendre des engagements pour que les conditions de travail dans les fabriques de chaussures Nike dans le tiers-monde soient plus convenables. Et à l'heure actuelle, vous avez certainement entendu parler de Amazon qui veut réduire son empreinte carbone, de Apple et de Google qui arrivent à n'utiliser que de l'énergie verte. Vous voyez, donc il y a des entreprises qui prennent des engagements vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des travailleurs, pour montrer que elles ne sont pas néfastes à la planète, mais qu'au contraire, elles essayent de contribuer favorablement, ou en tout cas d'atténuer la pollution environnementale ou sociale qu'elle pourrait générer. D'accord ? Donc ça, c'est la responsabilité sociale, la responsabilité sociétale des entreprises. Et la loi de 2016, dont je vous parle, en fait, elle a créé une série d'articles dans le Code du travail, que vous voyez apparaître là, qui définissent, en fait, la responsabilité sociétale des plateformes numériques. Et si vous lisez ces articles, je vous enverrai un lien sous cette vidéo, vous verrez qu'en fait, à travers des chartes, ces plateformes numériques vont octroyer des garanties minimales pour protéger les travailleurs. Mais le législateur en 2016, il n'est pas allé au-delà. Il a dit, voilà,
ces plateformes numériques, elles vont prendre des engagements pour ne pas exploiter trop abusivement les travailleurs, les livreurs, les chauffeurs. Mais le Code du travail, sur ce point, il n'est pas allé au-delà, et surtout, le législateur n'a pas voulu trancher le statut juridique de ces travailleurs, de ces chauffeurs, de ces livreurs. Et donc, eh bien, c'est la Cour de cassation qui a dû trancher cette question. Et on en arrive à l'arrêt Take It Easy de 2018, qui était à l'époque une entreprise comme Deliveroo ou Uber Eats, qui faisait de la livraison entre particuliers et restaurateurs. Et cet arrêt, vous le retrouvez donc sur le site de la Cour de cassation. Je vais vous donner le lien, comme ça vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet en même temps. Voilà. Attendez, non, faut que je... Voilà. Hop, ça y est. Donc je vous conseille de l'ouvrir dans un nouvel onglet et regardez en fait le premier paragraphe. L'énorme premier paragraphe, en fait, c'est le raisonnement de la Cour d'appel. Et on va essayer de décortiquer ce premier paragraphe, et vous allez voir que le raisonnement de la Cour d'appel, c'est un raisonnement très classique en droit. C'est-à-dire que dans un premier temps, la Cour d'appel, elle va faire des constatations factuelles. Et je vous dis depuis le début de la séance, pour savoir s'il y a un contrat de travail, il faut savoir ce qui se passe réellement. Donc le premier temps du raisonnement de la Cour d'appel, c'est d'identifier ce qu'est la réalité. Le deuxième temps de raisonnement de la Cour d'appel, c'est de faire ce qu'on appelle la qualification juridique. C'est de dire, cette réalité, dans quelle catégorie juridique je les mets ? Ça correspond à quelle notion juridique ? Et le troisième temps du raisonnement de la Cour d'appel, c'est de dire, à partir de cette qualification juridique, est-ce que je peux identifier un contrat de travail ou pas ? Alors, premier temps du raisonnement, la Cour d'appel, elle est très prosaïque. Elle va regarder tous les documents qui sont remis par Take It Easy ou par Uber Eats ou Deliveroo, si vous voulez, au coursier à vélo. Et elle voit qu'il y a décrit très précisément un système de rémunération où vous avez des bonus quand le coursier il est extrêmement rapide, qu'il arrive à livrer plus de clients que ce qui était prévu, et un système de pénalité, de strike, avec une gradation très précise. Vous avez une strike quand vous êtes inscrit tardivement pour aller travailler ce jour-là, 2 strikes quand vous étiez inscrit mais vous n'êtes pas venu, 3 strikes quand vous insultez quelqu'un, que ce soit un client ou un restaurateur ou un opérateur téléphonique, et on fait le calcul de tous ces plus et tous ces moins sur une durée de 1 mois. D'accord ? Ça, c'est le premier temps du raisonnement de la Cour d'appel, d'identifier précisément ce qui se passe. Deuxième temps du raisonnement de la Cour d'appel, c'est de qualifier tout ça. Alors, elle va faire une qualification, elle va dire, voilà, ce système de strike, ça s'apparente à un pouvoir de sanction. Pouvoir de sanction que peut avoir l'employeur, puisque je vous ai dit dans l'arrêt Société Générale, il y a 3 pouvoirs, direction, contrôle, sanction. Mais la Cour d'appel ajoute juste après, mais ce pouvoir de sanction, il n'est pas propre au contrat de travail. Dans n'importe quel autre contrat, vous avez aussi un pouvoir de sanction. Prenez l'exemple du plombier qui vient faire une réparation chez vous d'une fuite. S'il n'arrive pas à réparer la fuite, eh bien, vous n'allez pas le payer. Voyez, c'est une forme de sanction. Donc, la Cour d'appel dit, mais voilà, le comportement qui est sanctionné, il est parfaitement objectivable, il est très bien décrit. Le pouvoir de sanction, il n'est pas propre au contrat de travail, donc c'est pas à partir de ça que je peux identifier l'existence d'un contrat de travail. Et ce que nous dit la Cour d'appel, c'est le 3e paragraphe que vous voyez apparaître ici, et c'est surtout la conclusion qui apparaît dans la diapositive suivante, et elle nous dit « Ce qui caractérise la relation entre Deliveroo et un livreur, c'est la liberté totale qu'a le livreur. Liberté totale de venir travailler ou de ne pas venir travailler. Ce qu'il a, c'est il doit prendre son téléphone et il ouvre l'application et il dit ah bah tiens, ce soir je vais aller faire quelques courses. Et puis quand au bout de 3 heures et il a fait suffisamment de courses et tout, il arrête et il n'est pas obligé de recommencer le lendemain. Il peut ne pas le faire pendant 1 mois ou 2 mois et puis redécider ensuite de le faire tous les jours. Et donc cette liberté totale de travailler ou de ne pas travailler, pour la Cour d'appel, c'est antinomique
avec l'existence d'un lien de subordination. Pourquoi ? Parce que la Cour d'appel a sans doute une vision un peu classique, on va dire, du lien de subordination. Pour elle, dans un contrat de travail, eh bien, le salarié, il se lève tous les matins pour aller travailler et il va faire ses 8 heures au bureau. D'accord ? Alors que là, dans une plateforme, eh bien, on peut décider à n'importe quel moment de venir travailler, de ne pas venir travailler, de faire ce qu'on veut. Et bien, cette liberté qui est reconnue au livreur, elle s'oppose à ce qu'on puisse considérer que pendant les courts moments où il fait ses livraisons, eh bien, il y a un contrat de travail. Parce que le contrat de travail en pointillé, pour la Cour d'appel, ça n'existe pas. Et la Cour de cassation va casser ce raisonnement-là, et elle va le faire en 2 temps. Premier temps de son raisonnement, la Cour de cassation, elle vous fait un chapeau, ce qu'on appelle un chapeau intérieur. Le chapeau, en gros, c'est quand elle donne sa jurisprudence, ses solutions qui sont purement juridiques. Et quand vous prenez le chapeau, le paragraphe juste en dessous, vous voyez qu'il y a deux phrases que vous connaissez parfaitement bien. La première phrase, c'est un copier-coller à la virgule près de l'arrêt Barra de 83, où je vous dis que, eh bien, la volonté des parties, on s'en moque. Ce qui importe, c'est les conditions de fait dans lesquelles on réalise la prestation de travail. Et de là, on en découle un statut social. Et deuxième chose que vous rappelle la Cour de cassation, elle vous rappelle l'arrêt Société Générale et elle vous dit la définition du lien de subordination à partir des 3 pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, eh bien, elle est parfaitement applicable à une plateforme numérique. Elle est parfaitement applicable à une plateforme numérique et la Cour de cassation va encore plus loin parce qu'elle explique précisément à la Cour d'appel pourquoi elle s'est complètement plantée dans son analyse. Et c'est la fin que je vous ai mis textuellement du raisonnement de la Cour de cassation. Elle vous dit voilà, au moment où le livreur il enclenche son application, il est géolocalisé par Deliveroo, par Uber Eats, par Take It Easy. Il est géolocalisé constamment à tel point que, eh bien, Deliveroo lui dit « Tu iras à tel restaurant chercher la livraison et tu iras la livrer à telle adresse précisément. Et pendant tout le temps de ton trajet, je sais exactement dans quelle rue tu es, à quelle vitesse tu pédales, ce qui t'arrive si tu fais une pause, etc. » Il y a une surveillance totale qui est organisée par l'algorithme de Deliveroo de Uber Eats. D'accord ? Et enfin, la Cour de cassation dit, oui, pour le coup, le pouvoir de sanction, vous l'avez parfaitement identifié, vous, la Cour d'appel, avec le système de strikes, vous l'avez très bien identifié. Mais ce que vous avez oublié, vous êtes focalisé sur ce pouvoir de sanction, mais vous avez complètement oublié qu'avant ce pouvoir de sanction, mais il y avait ce pouvoir de donner des ordres en disant, faut faire tel trajet, et de contrôle en regardant exactement où est le coursier. Donc, vous voyez que, et c'était la question qu'on se posait au début de cette séance, l'arrêt Société Générale, il date de 96, d'avant Internet, mais cet arrêt, il est insurpassable à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que ces mêmes critères, ils sont parfaitement applicables à une plateforme numérique. Ils sont parfaitement applicables à une plateforme numérique et l'algorithme qui a été créé par cette plateforme numérique, elle peut parfaitement mettre en évidence un pouvoir de contrôle, un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction. Vous voyez ? Donc cet arrêt Take It Easy, il est important parce qu'il fait le lien, en fait, entre une solution ancienne et une société ubérisée dans laquelle on est désormais. Sur ma chaîne vidéo, vous retrouverez d'ailleurs une autre vidéo concernant un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2019. Il y a le lien d'ailleurs qui s'affiche là, je le mentionnerai en dessous, qui est un arrêt où, pour la première fois, en fait, une cour d'appel a reconnu l'existence d'un contrat de travail avec un chauffeur de Uber. Et ce qui est intéressant dans l'arrêt de la cour d'appel, je trouve, c'est que d'abord elle dit le propre du travail indépendant, c'est que le travail indépendant, il peut développer sa clientèle propre. Or, Uber, ils ont mis en place une telle organisation que, eh bien, c'est absolument impossible de garder le contact pour un chauffeur avec quelqu'un qui l'a déjà transporté. Donc Uber est quand même particulièrement mal placé de dire « j'ai pas de salariés sous mes ordres », alors qu'ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas exercer une réelle activité de travailleur indépendant. L'autre chose qui est importante aussi dans cet arrêt du 10 janvier, c'est que là, la Cour d'appel, elle met vraiment en évidence que l'algorithme de Uber, c'est un contrôle de fou furieux, en fait, parce que ça définit le trajet que doit emprunter le chauffeur, et même ça le sanctionne s'il dévie ce trajet, vous voyez ?
Et enfin, cet algorithme, il détermine le prix de la course. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun travail indépendant là. Je veux dire, le chauffeur, il ne fait qu'obéir à, à Uber. Et dernier paragraphe, je l'ai mis en entier, parce que en fait, ce paragraphe-là, il faut le lire à la lumière de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes de 79. Déjà, ce que nous dit la Cour d'appel de Paris, elle nous dit le chauffeur, d'accord, à partir du moment où il enclenche son application Uber, eh bien, il intègre un service organisé qui est parfaitement organisé jusqu'au moindre millimètre par Uber. Donc, vous voyez bien que le critère du service organisé, la chambre sociale dans l'arrêt Société Générale, elle a dit c'est qu'un indice, mais c'est peut-être un indice qui va devenir de plus en plus important. Mais ce que nous dit la Cour d'appel à côté, elle nous dit voilà, certes, les chauffeurs Uber, ils ont une petite liberté résiduelle que leur reconnaît Uber. Ils peuvent prendre des pauses et pendant leur pause, on ne regarde pas trop ce qu'ils font, etc. Mais cette petite liberté individuelle, et résiduelle en fait, elle est dérisoire par rapport à toutes les contraintes, toutes les directives qui se mettent en place à partir du moment où on fait fonctionner l'algorithme de Uber quand on enclenche son application. Et vous voyez que je trouve que entre 79 et 2019, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes situations. Bon, pas tout à fait exactement pareil. Avant, on livrait des journaux. Maintenant, on lit les journaux en ligne et on se fait livrer des hamburgers. Mais les problématiques restent les mêmes. Les problématiques restent les mêmes et les raisonnements des juges restent aussi les mêmes. D'accord ? On ne va pas se focaliser sur une petite liberté résiduelle. Ce qu'on va regarder, c'est qui donne les directives et comment on les donne et paradoxalement, ces algorithmes, ils contrôlent absolument toute l'exécution de la prestation de travail, à tel point que finalement, ils permettent peut-être même encore plus facilement de mettre en évidence l'existence d'un lien de subordination. Alors, vous vous rendez bien compte que, cet arrêt Tekidisi de la Chambre sociale, cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, c'est un peu désagréable pour une société comme Uber ou Deliveroo. Et donc ils se sont dit on ne peut pas bâillonner les juges, hein, ils seront obligés de trancher les contentieux qu'on va leur présenter. Donc à défaut de pouvoir bâillonner les juges, on va essayer gentiment de demander aux parlementaires de modifier la loi pour que le problème ne se pose plus jamais. Et c'est ce qu'a voulu faire le Parlement dans la loi du 24 décembre 2019, donc juste avant Noël. Ils ont voulu promulguer une loi d'orientation des mobilités et ils se sont dit, dans un petit article de la loi, on va y mettre deux petites dispositions qui va régler le problème, ni vu ni connu, je t'embrouille. On va briser les velléités de la Cour de cassation. Et le Conseil constitutionnel a dit là on va arrêter de faire des bêtises, on va faire un peu de droit et on va redevenir un peu sérieux. Donc c'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Que nous disait l'article 44 de la loi d'orientation ? Alors il prévoit un mécanisme qui se déroule en 3 temps. Le premier temps, c'est lorsque l'opérateur de plateforme, donc Uber, Deliveroo, va mettre en place une charte qui précise les conditions d'utilisation de son service et sa responsabilité sociale. Donc ça, c'est déjà en place. La plupart des grosses structures comme Uber, Deliveroo, ils ont déjà ces chartes-là, ils les mettent à jour de temps en temps, c'est pour ça que vous avez parfois des petits mouvements de protestation de la part des chauffeurs et des livreurs. Donc voilà, ils actualisent tout seuls dans leur coin sans en rendre compte à personne, ils mettent en place leurs chartes et leurs responsabilités sociales. Premier temps. Deuxième temps, une fois qu'ils ont leur nouvelle mouture de la charte, ils la transmettent aux travailleurs, alors qu'ils ne sont pas encore bien structurés dans des collectifs comme les organisations syndicales, d'accord ? C'est des structures qui ne sont pas très bien formalisées. Donc en gros, là, le Code du travail dit simplement, une fois qu'ils ont actualisé leur charte, en gros, ils la mettent à disposition des travailleurs. Et troisième temps, donc là, vous voyez que ces 2 premiers temps, déjà là, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait en droit du travail. En droit du travail, quand on veut faire une négociation collective, l'employeur se met à la table des négociations avec les organisations syndicales, on négocie, et à la fin, on arrive à conclure un accord collectif, comme je vous l'ai décrit la semaine dernière. Là, c'est exactement l'inverse. C'est l'opérateur qui fait tout seul dans son coin, et à la fin, il met tous les travailleurs devant le fait accompli en disant « Voilà, c'est la nouvelle charte, tout le monde y adhère, sinon, vous dégagez ». Et troisième temps donc de ce processus,
l'opérateur peut demander à l'administration d'homologuer cette nouvelle charte. Alors, cette homologation administrative, en fait, c'est un mécanisme qui est assez connu en droit du travail et qu'on a mis en place, en fait, pour les plans de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire que quand l'employeur veut faire un licenciement économique collectif, quand il veut virer une partie de tous les salariés de l'entreprise, il est obligé de mettre en place un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, soit il arrive à le faire en signant un accord collectif avec les organisations syndicales, soit il n'arrive pas à négocier avec eux et donc il l'établit tout seul. Et à la fin, il demande à la directe, c'est-à-dire en fait les services déconcentrés du ministère du Travail, à la directe d'homologuer ce PSE. Et une fois qu'il y a eu cette homologation, il peut licencier. Bon bah là en fait on a à peu près la même idée. L'opérateur, il fait sa petite charte dans son coin, il informe vaguement les travailleurs et à la fin il peut faire homologuer par l'administration. Et on voit pas très bien comment l'administration va refuser une homologation comme ça, vous voyez. Mais bon, grosso modo, l'administration va homologuer cette charte. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et c'est ça où était l'article 44 était novateur. On nous dit, si on a fait ce processus en 3 étapes, alors, accrochez-vous bien, tous les travailleurs qui ont adhéré à la charte, ils ne peuvent pas faire caractériser l'existence d'un contrat de travail avec la plateforme. Autrement dit, sous prétexte que la plateforme, elle a fait sa petite charte dans son coin, eh bien, tous les travailleurs qui travaillent avec elle ont l'interdiction de vouloir faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail. Et, cerise sur le gâteau, accrochez-vous bien, le législateur rajoute, si jamais il y en avait un suffisamment téméraire pour aller devant le juge, il ira même pas, on lui interdit d'aller devant le juge prud'homal, il ira devant le tribunal de grande instance, c'est-à-dire le juge civil qui ne connaît rien au droit du travail, il ira devant ce juge-là, pour être vraiment sûr que on ne pourra vraiment pas faire reconnaître le contrat de travail. Et là, le Conseil constitutionnel a dit non, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Alors comment le Conseil a dit ça? Je vais vous expliquer d'abord le contrôle de constitutionnalité en droit du travail. Il y a 2 idées très simples à retenir et vous verrez après comment le Conseil constitutionnel l'a appliqué dans sa décision du 20 décembre 2019. La Constitution, sur le droit du travail, je vous ai dit, il ne dit pas grand-chose. En fait, dans l'article 34, qu'est-ce qu'il y a? On vous dit que la loi, elle détermine les principes fondamentaux en droit du travail, en droit syndical, en droit de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'en fait, la loi, là, elle ne doit pas tout déterminer dans le moindre détail. Il y a des domaines dans lesquels il faut que la loi détermine les moindres détails. Non. En droit du travail, le législateur, la seule chose qu'on lui demande de faire, c'est de définir les principes fondamentaux. Voilà, mais il ne va pas au-delà. Et donc ça, c'est, quand on regarde la Constitution, c'est ce qui a marqué à propos du droit du travail. Et le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence, depuis très longtemps, depuis 2 décennies au moins, il a inventé une notion qui s'appelle l'incompétence négative du législateur. Alors, derrière cette expression qui a l'air un peu compliquée à comprendre, se cache en fait une idée qui est absolument simple. Et cette idée simple, en fait, on la trouve dans, je vous ai donné la dernière décision du Conseil constitutionnel qui la rappelle, mais vous en trouverez plein d'autres. Cette idée, c'est simplement de dire que la Constitution, elle donne au législateur un rôle. Eh bien, ce rôle, il doit l'exercer pleinement. Il doit l'exercer pleinement et il ne peut pas se défausser sur le gouvernement pour que le gouvernement fasse le travail à sa place en prenant des décrets, ce que nous dit le Conseil constitutionnel lorsqu'il écrit « Le législateur ne saurait se reporter sur des autorités administratives le soin de fixer les règles dont la détermination n'a été confiée qu'à la loi ». D'accord, première chose. Et de la même manière, le législateur, il ne peut pas se défausser sur un juge en disant « Bon, ça, j'ai pas envie de le définir ». Ça sera les juges qui vont se charger de définir ça. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est l'incompétence négative du législateur. D'accord? Si on voit dans une loi que le législateur n'a pas pleinement exercé sa compétence,
et qu'il a renvoyé ça au gouvernement ou au juge, eh bien le Conseil constitutionnel déclare la loi inconstitutionnelle. Et vous voyez bien qu'au regard de ce que je viens de vous dire, l'article 44 que je viens de vous décrire, il pouvait certainement pas passer. Pourquoi ? Eh bien, parce que, voilà, en droit du travail, nous dit le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 décembre, le législateur, il doit définir ce que sont les principes fondamentaux du droit du travail. Et le Conseil constitutionnel nous dit ensuite, s'il y a bien un des principes fondamentaux en droit du travail, c'est la reconnaissance du contrat de travail. Parce que depuis le début de cette séance, je vous dis que si on arrive à reconnaître l'existence d'un contrat de travail, on applique alors un statut social, et ce statut social, il est d'ordre public, et il a des conséquences super importantes en droit du travail, en droit de la sécurité sociale. Donc s'il y a bien une question, d'accord, qui ressort de la compétence du législateur, c'est bien de définir ce qu'est la relation de travail. Et là, le mécanisme qui a été mis en place par le législateur, il est totalement délirant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train de dire, pour les plateformes numériques, qui va définir en fait le champ d'application du droit du travail pour une plateforme numérique ? Eh bien, c'est une entreprise privée qui va le faire. D'accord ? La loi lui donne l'autorisation d'établir sa petite charte dans son coin, de mettre tout le monde devant le fait accompli, de passer par la case homologation par l'administration qui est une formalité, et une fois qu'ils auront fait ces 3 petites étapes-là, eh bien, toutes les personnes qui travaillent avec eux ne peuvent pas faire reconnaître l'existence de leur contrat de travail, et en plus de ça, ne peuvent même pas aller devant le juge du contrat de travail, qui est la juridiction prud'homale. Donc là, vous voyez que, clairement, le législateur, il n'a même pas laissé le travail au gouvernement ou au juge. Il a dit non, le travail que je devrais effectuer, mais je le laisse à Uber, à Deliveroo, à une société qui peut d'ailleurs avoir son siège social à l'étranger, une société étrangère qui n'a aucune véritable existence juridique en France. Vous voyez, enfin, c'est n'importe quoi. Et là, le Conseil constitutionnel a dit non. Déjà, vous n'étiez même pas autorisé à renvoyer la balle dans le camp du gouvernement ou dire ce sera la Cour de cassation qui va le faire. Vous ne pouvez certainement pas dire ce sera une entreprise privée qui va elle-même déterminer si le Code du travail est applicable ou pas. Et manifestement, comme ils ne veulent même pas entendre parler du Code du travail, on ne va pas s'attendre non plus à ce qu'ils reconnaissent l'existence de salariés en leur sein. Voyez. Donc, le Conseil constitutionnel considère que c'est inconstitutionnel, et en plus, le Conseil constitutionnel a fait preuve de pédagogie. En plus, ils ont dit, mais dans les chartes qui sont établies par Uber et Deliveroo, il n'y a pas simplement les engagements de Uber pour améliorer la condition des travailleurs et diminuer la pollution dans les grandes villes. Dans ces chartes-là, qu'est-ce qu'il y a avant tout ? Il y a tous les droits et les obligations que doivent respecter les chauffeurs, les livreurs. Donc, en plus de ça, ces chartes-là, qui sont rédigées de manière unilatérale par la plateforme, c'est pas simplement leurs propres engagements, mais c'est aussi toutes les obligations qu'elles imposent aux travailleurs. Donc, dire que le juge sera privé de son pouvoir juridictionnel à cause d'une charte qui en plus crée des obligations aux travailleurs, c'est juste qu'on est en train de marcher à l'envers, quoi. Et donc, le Conseil constitutionnel reconnaît donc l'incompétence négative du législateur sur cet article 44, et si vous le reprenez dans le Code du travail, je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo, vous verrez en fait l'article en lui-même, il est resté à peu près inchangé, ils ont juste supprimé la fin sur ce que je viens de vous écrire, l'impossibilité de faire reconnaître un contrat de travail et l'impossibilité d'aller devant la juridiction prud'homale. Ce qui vous montre aussi, c'est que, voilà, si on fait le lien avec tout ce qu'on a dit, on a mis longtemps à comprendre le critère permettant d'identifier un contrat de travail, ce qui permettait de définir le lien de subordination. Cette définition, on l'a retenue en 1996 alors qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était qu'Internet et qu'on ne pouvait certainement pas envisager les bouleversements que ça ferait dans la société dans laquelle on vit et dans laquelle on va vivre dans les années à venir. Mais finalement, cette définition, elle reste encore d'actualité
Et même si elle contrarie un peu le modèle économique de ces plateformes-là, eh bien c'est quand même une définition qui pour l'instant est insurpassable. D'accord? Donc voilà, ça vous montre l'actualité en fait de la société, de l'arrêt Société Générale de 96 en 2019 et les volontés du législateur de satisfaire ces plateformes économiques, d'essayer de préserver leur modèle économique. Bah, les efforts du législateur pour l'instant ils sont pas couronnés de succès parce que bon ici en tout cas mal pris pour l'instant pour y parvenir et c'est pas sûr d'ailleurs qu'il y parviendra parce que encore une fois la Cour de cassation elle considère que vous voyez c'est une question qui a trait à l'ordre public, le statut social de quelqu'un ça s'applique de plein droit et on va pas tenir compte des maquillages juridiques qu'on peut dresser face au juge. Voilà. Quelques mots enfin pour finir sur la question de la rémunération, j'irai beaucoup plus vite, je vous rassure. Alors la rémunération, c'est la contrepartie du travail, mais c'est pas la rémunération, en fait, c'est pas un indice de l'existence du contrat de travail. Alors, ce qu'on regarde dans la rémunération d'ailleurs, c'est qui fixe finalement la rémunération. Si vous voyez que c'est le travailleur qui fixe sa rémunération par lui-même, on est a priori dans un travail indépendant. Si en revanche c'est le donneur d'ordre qui fixe la rémunération, là il y a une forme d'indice du lien de subordination. Pourquoi ? Parce que finalement le donneur d'ordre, dans ce cas-là, il exprime encore son pouvoir de direction, d'accord ? À travers la fixation de la rémunération. Donc vous voyez que la rémunération en elle-même, elle ne nous renseigne pas vraiment sur l'existence d'un contrat de travail, mais ça peut quand même faire partie du faisceau d'indices que va retenir le juge. Et à travers la problématique de Mister France et de l'île de la Tentation, je vous ai dit aussi que ce qui était important dans la rémunération, ce qui est parlant, qui est révélateur, c'est de savoir en fait à qui appartient le profit. D'accord ? La prestation de travail, elle permet de réaliser quelque chose, une valeur économique, de dégager une valeur économique. Si cette valeur économique, elle s'est entièrement appropriée par l'entreprise et que la rémunération, elle est forfaitaire, eh bien cette rémunération forfaitaire, vous voyez bien que c'est un indice supplémentaire qu'on est plutôt dans un lien de subordination. Dernière chose, mais c'est pas fracassant non plus, vous avez certains cas dans lesquels en fait une entreprise va établir des bulletins de paye, un ou deux, voire quelques-uns. Et bien dans ces cas-là, en fait, ça donne ce qu'on appelle un contrat de travail apparent. Alors, faut pas l'oublier cette situation-là parce que quand on est en présence d'un contrat de travail apparent, eh bien en fait, c'est pas aux travailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail. En fait, c'est l'entreprise qui doit combattre l'apparence du contrat qui est devant le juge. D'accord ? Donc quand vous êtes devant un contrat de travail apparent, ça ne veut pas dire que au final il y aura un contrat de travail, ça veut simplement dire que c'est pas au travailleur de faire reconnaître l'existence du contrat de travail. Il peut se contenter juste de dire il existe un contrat de travail apparent et c'est à ce moment-là une inversion de la charge de la preuve. C'est l'entreprise qui doit combattre cette apparence en démontrant qu'en réalité on est bien dans une situation de travailleur indépendant. Et avec ça, j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.